Bonjour et bienvenue à ce Café des Sciences de l'École des Ponts, ce premier Café des Sciences depuis 2 ans maintenant. Donc, quelle joie de reprendre. Il est un objet mathématique dont on parle maintenant facilement dans les soirées, dans les réunions, dans les cafés, dans les médias. C'est un objet mathématique qui peut être objet de crainte ou d'espoir. Cet objet mathématique, c'est l'algorithme. Nous recevons aujourd'hui Claire Mathieu, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France 2017 à 2018, médaille d'argent du CNRS. Claire Mathieu est l'une des spécialistes des algorithmes les plus réputées au monde et elle nous parlera aujourd'hui, je reprends le titre de ce Café des sciences, d'algorithmes, de modélisation et de biens communs. Et l'objectif de cet exposé sera de montrer de donner un certain nombre d'exemples d'applications des algorithmes à des questions et à des problèmes sociétaux. Ce Café des sciences, donc, cet exposé durera 40 minutes. À l'issue de ces 40 minutes, nous aurons 20 minutes d'échange. Et je note que le thème de ce Café des sciences est particulièrement bien adapté à l'esprit du Café des sciences, qui est l'occasion pour l'École des Ponts de découvrir le point de vue d'une autorité scientifique sur des questions qui lient science et société, et d'avoir un moment privilégié d'échange avec cette personnalité. Claire Mathieu, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci pour votre introduction. Merci pour votre introduction. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici en présence parce que moi aussi, je préfère quand je vois les gens devant moi. Donc, c'est bien agréable. Alors, mon exposé sera en 2 parties. La première partie sera un peu une réflexion générale et la deuxième partie sera plus proprement algorithmique. Dans la première partie, je vais vous parler de transparence. Donc, une réflexion sur la transparence et les algorithmes, et ensuite des exemples de questions algorithmiques qui surviennent dans des contextes sociétaux. Quel degré de transparence faut-il ou quel degré est souhaitable pour les algorithmes utilisés dans la société? D'abord, il y a ce qui est obligatoire, c'est-à-dire la loi. Loi sur la transparence, il y a 2 lois qui ont été adoptées il y a quelques années. Première chose, lorsqu'une personne a eu le résultat d'une décision qui la concerne et que ce résultat a été obtenu par un traitement automatisé, toute personne a le droit de contester ce résultat et de contacter un responsable pour avoir les informations au sujet du résultat, qui lui permettent de comprendre pourquoi. Deuxième loi, loi numérique. Lorsqu'il y a une décision sur un individu, qui porte sur un individu et qui est fondée sur un traitement algorithmique ou un traitement automatique, à ce moment-là, premièrement, il faut le savoir. Donc, on a le droit d'en être informé. Et deuxièmement, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, doivent être communiquées à la personne qui le demande. Donc voilà 2 lois qui sont des lois qui encadrent la transparence des algorithmes. Les algorithmes qui donnent des logiciels, qui prennent des décisions qui ont un impact sur les individus, doivent avoir ce degré de transparence ainsi que présenté dans ces lois. Pourquoi les algorithmes qui prennent des décisions concernant les individus, pourquoi ces algorithmes doivent-ils être transparents? La première chose, c'est que quand ce qu'on fait est public, on est moins bête, on fait plus attention.
on est moins négligent. D'autres peuvent lire ce qu'on a fait. S'ils sont experts, ils peuvent comprendre. Ils peuvent voir des erreurs ou des choix stupides. Exemple. Donc, il y a un vieux livre sur l'algorithmique en 3-4 volumes écrit par Knuth. Et le deuxième volume porte sur les séquences aléatoires, pseudo-aléatoires, tout ce qui est numérique. Et voici un exemple. Étant donné un nombre x à 10 chiffres, calculez le nombre suivant de façon à créer une suite de nombres qui est aléatoire, pseudo-aléatoire, qui est à la tête d'une suite aléatoire. Eh bien, comment faire? Voici une solution, donc un algorithme en pseudocode à la Knuth. Et où ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute une suite d'opérations compliquées. On regarde le bit le plus significatif, le deuxième le plus significatif, on saute des étapes dans les lignes de l'algorithme, on fait des divisions, des modulos, on met au carré, etc., etc. Et puis, une fois qu'on fait suffisamment d'opérations diverses et complexes, ben sûrement que le résultat est aléatoire. Et donc Knuth a dit, étant donné tous les détours pris par cet algorithme, ne semble-t-il pas plausible qu'il produise une suite quasiment infinie de nombres incroyablement aléatoires à partir du premier nombre? Eh bien non. Eh bien non. Cet algorithme, la première fois qu'on l'a essayé, implémenté sur un ordinateur, presque aussitôt, il a convergé vers un nombre 666 503 842, non, pardon, 6 65 304, bon, bref. Un nombre qui, par une coïncidence extraordinaire, se transformait en lui-même à chaque itération successive. Donc cette suite n'était plus aléatoire, elle était constante. Donc cet algorithme, il est stupide. Alors, si vous devez écrire du code qui est transparent, eh bien, vous allez faire plus attention à ce que ceci ne se produise pas. Et de plus, d'autres personnes vont pouvoir vous lire et vous mettre au défi relever les points stupides dans ce que vous faites. Donc, c'est le premier avantage de la transparence. Deuxième avantage de la transparence aide à la confiance dans les décisions qui sont prises. Par exemple, considérez l'algorithme d'allocation de bourses communales pour les lycéens de la ville de Nantes. Sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, il s'agissait de distinguer des élèves prometteurs, des bons élèves, mais peu fortunés. Sous Napoléon, les critères ont changé, c'est devenu quelque chose de centralisé et un fait du prince. C'était lui qui décidait. Et en partie, on choisissait les fils de fonctionnaires qui avaient bien servi la République. Et puis, en partie par concours. Donc, en partie, l'importance des relations et en partie, le mérite scolaire. Sous la Restauration, on a dit cette méthode-là, les relations sont trop importantes. Il y a, on va le faire à une échelle plus locale. Et ça s'est développé en suspicion de favoritisme dans les décisions prises à l'échelle locale, puisqu'on ne savait pas exactement comment les jeunes étaient choisis. Ça a mené à un règlement pour sélectionner les candidats. Et puis finalement, vers le milieu du XIXe siècle, l'État a repris la main et a imposé des critères précis pour lutter contre les attributions de faveur. Bon, ces critères, service rendu par le père ou le grand-père à la nation, la pauvreté et le niveau scolaire. Voilà. Et donc, il y a une évolution. Mais le but, à la fin, c'était d'avoir quelque chose qui était acceptable par la population, en quoi la population avait confiance. Pourquoi? Parce que les critères étaient transparents. Voilà, d'où l'importance de la transparence des raisons des décisions. La transparence est bonne pour l'égalité, qui est l'une des valeurs de la République. Voici ce que dit le chien Riquet dans Anatole France. Les hommes exercent cette puissance divine d'ouvrir toutes les portes. Je n'en puis ouvrir seul qu'un petit nombre. Les portes sont de grands fétiches
qui n'obéissent pas volontiers aux chiens. Différence d'égalité entre les chiens et les hommes. Les hommes sont capables d'ouvrir la porte, mais comme ce n'est pas transparent, comme ce n'est pas expliqué à Riquet, Riquet n'en est pas capable. Donc, sans la transparence, ceux qui savent ont un avantage sur les autres. Donc, il y a une injustice, une inégalité. Mais, il y a des gens qui sont contre la transparence. Il y a des gens qui disent que la transparence permettrait les contournements. Des personnes disaient, par exemple au début de la cryptographie, des personnes disaient, si nous rendions notre méthode publique, les gens en profiteraient pour tricher. Si nous disions quelles sont les sources qu'on utilise pour choisir nos questions d'examen, les étudiants en profiteraient pour aller chercher ces sources, faire tous les exercices et comme ça, être plus près que les autres pour l'examen. Moi, je n'ai pas d'objection à cette approche. Si un étudiant est prêt à faire tous les exercices du livre d'exercices de façon à être prêt, ça ne me dérange pas. Si l'étudiant sait exactement comment le résultat sera calculé, par exemple, comment fait-on pour choisir les élèves qui vont se retrouver à l'école des ponts? On connaît les épreuves, on connaît les pondérations, on peut calculer. Voilà, il faut que je réussisse bien à telle matière, et celle-là, je peux laisser tomber. Et ça conduit à travailler en se focalisant sur un objectif, réussir le concours d'entrée. Donc, au lieu que l'objectif soit de se cultiver, d'apprendre des choses, de progresser dans ses connaissances et son esprit critique, l'objectif devient apprendre juste ce qu'il faut pour satisfaire aux critères, pour entrer dans les bonnes cases, pour être reçu à l'école des ponts. Lorsqu'une mesure devient l'objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Et c'est pour ça que pendant votre scolarité, je pense que vous allez être déformaté. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à vous libérer de ce carcan des objectifs mesurés par des critères pondérés et vous apprendre à la place à consolider vos connaissances et développer votre intelligence d'ingénieur. La transparence a donné lieu à une théorie mathématique et économique, théorie des jeux. Essayer de construire la méthode de façon que, même si on sait tout sur les autres participants, aucun participant n'a intérêt à mentir sur sa participation. Donc chacun a avantage à être transparent, ou au moins n'a pas de désavantage, il n'y a pas de désavantage à la transparence. Exemple, enchère de Vickray. Imaginez, il y a un tableau à vendre. Vendre ce tableau, à quel prix vendre ce tableau? Si on dit une enchère classique, on la vend au plus offrant, à celui qui offre le prix le plus élevé, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il y a dans la salle une personne qui serait prêt à payer très 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 cher pour ce tableau, mais qui va dire moins parce qu'il pense que les autres ne sont pas intéressés. Donc il va essayer de faire une offre beaucoup plus faible pour essayer de l'avoir à bas prix. Avec le risque que s'il fait ça, et s'il a mal jugé de la valeur que le tableau, que les autres attribuent à ce tableau, ben, il risque de se trouver doublé par quelqu'un d'autre. Et donc, ça crée des grosses complications de stratégie en présence d'incertitudes. L'enchère de Vickray permet de dépasser cela en disant, on regarde les enchères, chaque personne dit à combien il est prêt à acheter le tableau, combien il est prêt à mettre pour acheter le tableau. On vend le tableau au plus offrant, mais non pas au prix qu'il a dit, mais au prix du deuxième plus offrant, de la deuxième somme la plus élevée. Et donc, avec ça, cela encourage la sincérité des participants, à savoir, les participants n'ont aucun intérêt à mentir sur le prix, sur la valeur qu'ils attribuent au tableau. Donc ça, c'est une méthode qui encourage la transparence, la sincérité. La transparence est plus que juste la publication du code. Un algorithme transparent, écrit, publié, peut très bien être incompréhensible. En fait, il faut
que l'algorithme soit en plus compréhensible. Sinon, risque de malentendu. On peut parler, mais les mots peuvent être sourds. On peut parler, mais ne pas être compris. Il faut plus que juste des mots, plus que juste du code pour communiquer. Alors pensons à la gouvernance des algorithmes, le risque auquel on a fait allusion tout à l'heure. Imaginez, les algorithmes gouvernent la société. Imaginez, vous dites « Ah, j'aurais voulu aller à tel endroit, pourquoi n'ai-je pas été accepté ?» Imaginez qu'on vous dise la réponse « Ah ben c'est l'algorithme. C'est comme ça, on n'y peut rien. » Ça veut dire que vous vous trouvez un sujet impuissant devant les algorithmes qui prennent les décisions qui en fait gouvernent. Ça, ce n'est pas acceptable et c'est pour lutter contre ça qu'ont été promulguées les lois que j'ai citées au début. À la place, la personne qui dit « Mais pourquoi n'ai-je pas été accepté ?» doit recevoir une réponse du style « Voici comment ça marche ». On explique, et à la fin, et donc, voilà pourquoi vous n'avez pas été accepté. Cette réponse est bonne si l'algorithme est simple, compréhensible. Le problème, c'est le problème de la complexité, c'est qu'il y a des algorithmes qui sont trop complexes pour être compréhensibles par la plupart des gens. Et donc en fait, l'une des choses que j'ai apprises ces années dernières, c'est que quand on conçoit des algorithmes qui vont être utilisés, qui vont avoir des impacts directs sur les individus, avec des objectifs sociétaux, il est indispensable que les algorithmes soient suffisamment simples pour pouvoir être compris. Un algorithme qui est correct, qui est efficace, mais qui est incompréhensible, ne sera pas accepté, parce qu'en fait, il y a un manque de transparence. Ceci était sous-jacent à l'un des choix qui ont été faits il y a quelques années dans Parcoursup, la plateforme d'affectation des candidats, des lycéens aux formations de l'enseignement supérieur. La deuxième année, une carte a été mise en place pour aider les candidats à trouver les formations qui leur convenaient. Et donc l'idée c'était, on a un candidat à tel endroit qui candidate à une formation, telle formation dans telle ville. Est-ce qu'à partir de ses vœux, est-ce qu'on peut lui conseiller d'autres formations auxquelles peut-être il n'aurait pas naturellement pensé? Approche numéro 1, utiliser une IA, une méthode d'apprentissage. Problème. Si on fait ça, ça va soulever toutes sortes d'objections. Le jeune va se dire, mais pourquoi on me conseille ça? Moi, je me méfie. Pourquoi le ministère essaie de me faire aller à tel endroit? Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ou alors, où est le piège? Problème numéro 2. La formation va se dire, mais nous, on aurait bien voulu recruter cet étudiant. Pourquoi vous ne leur avez pas dit de candidater chez nous? Des deux côtés, il y a un manque de confiance et si l'algorithme ne peut pas expliciter ses choix, ça ne va pas être acceptable. Il y aura des problèmes. Donc, le choix qui a été fait il y a quelques années, au moins pour le début, c'était de la simplicité extrême. À savoir, un candidate à une formation dans une ville, on lui dit « Voici les autres formations dans la même ville, et voilà les mêmes formations dans d'autres villes de l'académie. » Donc, soit garder le type de la formation, soit garder le lieu géographique. Comme ça, le candidat sait pourquoi on lui fait ces propositions, tout est transparent et donc il n'y a pas de difficulté. Donc là, c'est un choix assez intéressant parce qu'on peut choisir quelque chose qui est peut-être moins qu'optimal, qui n'est peut-être pas aussi bien ajusté au profil du candidat que l'aurait été un algorithme basé sur l'apprentissage, mais qui inspire plus confiance parce qu'on comprend comment ça marche. Bon, il faut que j'avance. Donc maintenant, je vais passer à la partie plus algorithmique de mon exposé et je vais commencer par vous parler donc, de Parcoursup. D'un côté, vous avez des formations qui ont des places, qui voudraient recruter des étudiants. De l'autre côté, vous avez des jeunes, des néo-bacheliers, qui cherchent à aller dans des formations de l'enseignement supérieur. Comment
faire correspondre les places dans les formations aux candidats? Eh bien, on fait une plateforme. La plateforme, elle s'appelait APB jusqu'en 2017, et puis à partir de 2017-2018, elle a été rénovée de fond en comble, et elle s'est appelée Parcoursup. L'algorithme qui sous-tend la plateforme d'affectation de Parcoursup, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Gale et Shapley. Algorithme d'affectation avec acceptation différée, qui a été conçu donc par Gale et Shapley, largement développé par Roth dans beaucoup d'applications très diverses et récompensé finalement par un prix Nobel d'économie. Oui, c'était des économistes, pas des informaticiens qui ont conçu ça. Mais enfin, ça n'empêche pas que c'est très bien. Et donc cet algorithme, c'est un algorithme qui essaie de minimiser les regrets. Imaginez, une école fait des propositions à des étudiants et les étudiants répondent oui ou non. Il y a plein de problèmes dans ce système. Ce système, si c'est juste comme ça, et puis après, c'est fini. Parce que une école, imaginez qu'il y ait des étudiants qui répondent non. Il lui reste des places non allouées. Ou alors, si elle fait plus d'offres qu'elle n'a de place, il risque d'y avoir trop de personnes qui répondent oui, et elle est trop remplie, elle est en surcapacité. Ou alors, si on l'autorise à faire ensuite, si elle essaie de remplir les places vides en faisant d'autres propositions, ben les gens qui ont dit oui au départ, ils sont engagés. Donc les gens à qui on demandait au départ s'ils voulaient aller à tel ou tel endroit, ben peut-être qu'ils se disent oh, peut-être je devrais répondre non parce qu'on ne sait jamais, plus tard j'aurai une meilleure chance. C'est comme ça que marche par exemple le marché de l'emploi pour être maître de conférence à l'université aux États-Unis. Vous candidatez, disons par exemple pour être maître de conférence en informatique dans diverses universités, il y en a une qui vous dit oui. Elle vous dit voilà, on vous fait une offre formidable et vous avez une semaine pour répondre. Manque de chance, c'est ce qu'on aimerait, mais pas le numéro 1. Et le numéro 2, il dit bon, nous, on a encore besoin de réfléchir, on vous dira le mois prochain. Mais on est coincé. On est coincé, ça induit une perte d'efficacité. C'est-à-dire, l'allocation finale n'est pas. On voit facilement comment on pourrait l'améliorer. L'algorithme de Gale et Shapley permet d'éviter ces écueils et d'obtenir une allocation qui est bonne, dans un sens que je vais définir dans un instant. Et l'idée, c'est que quand quelqu'un dit oui, quand il accepte une proposition, il a le droit de changer d'avis. Voilà, deferred acceptance. Il dit oui, mais il dit oui, enfin oui peut-être. Donc, voici comment se déroule l'algorithme. Vous avez des formations qui ont des places, des capacités, vous avez des étudiants. D'abord, chaque étudiant regarde les formations, les classes par son ordre de préférence. Chaque formation regarde les étudiants les étudiants qui ont candidaté à la formation et les classes par ordre fait un classement d'après les critères de l'école. Donc on a tous ces classements, tous les participants ont des classements. Et qu'est-ce qu'on fait? On va itérer. Donc on peut voir ça, imaginer ça virtuellement comme se passant tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Tous les matins. Chaque école se dit, une école se dit, bon, moi j'ai 10 places, je vais faire des propositions, faire une offre aux 10 premiers de ma liste, de mon classement. Tous les midis. L'étudiant se dit, ah, moi j'ai reçu une proposition de telle école, telle école, telle école. Parmi ces trois-là, c'est celle-ci que je préfère sur les trois. Donc je dis non à l'école 2 et à l'école 3, et oui à l'école 1. Tous les soirs, l'école se dit, bon, j'ai fait 10 propositions, il y en a 5 qui m'ont dit oui, 5 qui m'ont dit non, donc il me reste 5 places. Donc le lendemain, l'école se dit, il me reste 5 places, je vais faire des propositions aux 5 suivants sur ma liste. Le lendemain matin. Le lendemain midi, un étudiant se dit, hier j'avais accepté l'école 1, aujourd'hui je reçois une proposition de l'école 0. Eh bien, je vais changer d'avis, je vais dire non, finalement non à l'école 1 et oui à l'école 0. Tous les soirs, les écoles font le point, dont l'école numéro 1 se dit « Ah, cette place-là, je croyais qu'elle était remplie, en fait, elle s'est libérée, donc demain, je fais une autre proposition. » Et ainsi de suite. Donc ça continue comme ça tous les jours. Et quand est-ce que ça se termine? L'algorithme de Gale-Shapley se termine quand il y a un jour où il ne se passe rien. Donc s'il y a un jour où
aucune école ne fait de proposition, aucun étudiant ne reçoit d'offre, donc ne change d'avis, eh bien c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Voilà, donc ça c'est l'algorithme qui sous-tend Parcoursup. Alors il y a plein de... On pourrait dire plein de choses là-dessus, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur un point particulier. Bon, d'abord, la première propriété de base. D'abord, ça se calcule en temps polynomial. Bon, polynomial, quand on a un calendrier, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Mais polynomial, si vous avez n participants, polynomial en n. Deuxièmement, l'affectation, qui est le résultat, n'a pas de paire bloquante. Qu'est-ce que c'est qu'une paire bloquante? C'est un étudiant qui se dit « Ah, je suis au pont, mais j'aurais bien voulu être aux mines. » Et les mines qui se disent « Ah, j'ai recruté Jean Dupont, mais j'aurais bien voulu recruter cet étudiant-là à la place. Il est mieux classé pour moi. » Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une paire bloquante. Une paire bloquante, c'est très mauvais pour une plateforme d'affectation. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a une paire bloquante? L'école des mines se dit « Bon, la prochaine fois, j'ai, je ne sais pas moi, disons 200 places, je vais dire à la plateforme que j'ai 180 places. Et je vais me garder une vingtaine de places sous le coude et je vais les donner en dehors de la plateforme. » Et les étudiants se disent « Bon, je m'inscris sur la plateforme, je fais mon truc, mais quand même, une fois que j'ai le résultat, donc disons je suis pris au pont, je vais aller voir l'école des mines, je vais dire « Mais il ne vous resterait pas une place pour moi parce qu'en fait, c'est chez vous que je voulais aller. » Voilà. Et donc, d'année en année, quand vous avez un algorithme qui produit un résultat avec des paires bloquantes, eh bien, les gens et les formations apprennent qu'ils ont avantage à faire leur marché en dehors de la plateforme, et donc ce n'est pas pérenne. Au fil des années, le système ne marche plus. Il y a de plus en plus de gens qui vont en dehors. Alors que s'il n'y a pas de paire bloquante, au moins au niveau de un étudiant, une école, il n'y a pas ce genre de fonctionnement, et la plateforme devient le lieu incontournable pour l'affectation. Effectivement, ce qu'on voit depuis quelques années sur Parcoursup, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui rejoignent pour la visibilité, et puis ceux qui y sont, ils ne quittent pas. Ça devient vraiment... ça englobe de presque la quasi-totalité des formations de l'enseignement supérieur en France. Alors le petit dessin, c'est parce que, en fait, cette affectation, traditionnellement, dans l'article d'origine de Gale et Shepley, on ne parlait pas d'université et de candidats, mais plutôt on employait la terminologie des hommes, des femmes, de mariage, et disons de fiançailles. Et donc là, vous voyez bien pourquoi une paire bloquante, c'est pas bon. Donc à chaque homme, on lui affecte une femme, chaque femme, on lui affecte un homme. Après, on a un ensemble de couples, et s'il y a une paire bloquante, c'est pas stable, quoi. Ça crée une instabilité. Voilà. Donc, l'algorithme qui sous-tend la méthode Parcoursup produit une affectation stable. Le code a été publié. Regardez, c'est pas beau. Les algorithmes ont été publiés. Cette partie-là, j'ai aidé à l'écrire. À l'époque, je trouvais ça très clair. J'étais en plein dedans. Maintenant, je voudrais signaler un problème potentiel. La première année de Parcoursup, il y a eu des articles écrits dans les journaux. Tous les gens qui étaient contre Parcoursup se sont lancés là-dessus. C'est que je vous ai présenté un algorithme, Gale Shepley, mais il y en a un autre. Il y en a un autre. Voici l'autre algorithme de Gale Shepley. Donc vous avez vos écoles, vos étudiants. Tous les matins, un étudiant qui n'a pas de place, qui n'est pas encore dans une école, envoie son dossier, il candidate à son école préférée, enfin la suivante dans sa liste. Tous les midis, l'école regarde les nouvelles candidatures reçues, les compare d'ailleurs aux candidats qu'elle a auparavant acceptés, et choisit, si elle a 10 places, choisit les 10 meilleurs parmi ceux-là et rejette tous les autres. D'accord ? Autrement dit, quand une école dit oui, ça veut dire oui peut-être, à moins que je vous rejette plus tard si j'ai une autre candidature meilleure que vous qui arrive. Et même condition de terminaison. Donc c'est le même algorithme de Gale Shepley, mais dans l'autre sens.
Donc ça ne produit pas non plus de paire bloquante. Dans les mariages stables, il y a un algorithme où ce sont les hommes qui font des propositions aux femmes, qui répondent oui ou non, ou les femmes qui font des propositions aux hommes, qui répondent oui ou non. Dans la société traditionnelle, ça marche dans quel sens? Les hommes proposent aux femmes. Les hommes proposent, les femmes disposent. C'est pas mieux d'être une femme? Figurez-vous que si vous regardez l'ensemble des mariages stables, c'est-à-dire les mariages qui n'ont pas de paire bloquante, il y a une structure mathématique derrière, une structure de treillis. Il y en a un qui est meilleur que tous les autres et un qui est pire que tous les autres. Il y en a un qui est tel que, parmi les mariages stables, toutes les universités ont la meilleure solution possible, les meilleurs étudiants possibles. Et l'autre, celle du bas, où chaque étudiant a la meilleure affectation possible. Donc il y en a un qui est le meilleur pour les universités, le pire pour les étudiants, l'autre qui est le meilleur pour les étudiants, le pire pour les universités. Et lequel est lequel? Eh bien, quand c'est les hommes qui proposent, c'est le mieux pour les hommes et le pire pour les femmes. Et donc, Parcoursup. Donc les gens ont dit, c'est pas juste. C'est les universités qui proposent, et donc le résultat, c'est le meilleur pour les universités, mais c'est le pire pour les étudiants, les candidats. Il faudrait le faire dans l'autre sens. Pas juste. C'est pas bien. Les universités sont là pour servir les étudiants, pas l'inverse. Alors, passons sous silence les problèmes pratiques qui seraient posés par l'implémentation de cette proposition, et essayons de la prendre au sérieux, de dire, bon, si on faisait dans l'autre sens. Alors, on a regardé ce que ça donnait. On a regardé ce que ça donnait sur les données d'APB de l'année d'avant, donc où on avait tous les classements, toutes les listes, toutes les informations. Donc on pouvait essayer de voir ce que ça aurait donné si on avait exécuté un algorithme ou l'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé? On s'est aperçu que c'était quasiment identique. Autrement dit, il y a, je sais pas, en 2016, il y avait, disons, 600 000 étudiants. Eh bien, il y en avait à peu près une centaine pour qui ça aurait fait une différence. Pour tous les autres, qu'on fasse un algorithme ou l'autre, c'est pareil. Donc en fait, cette polémique, elle n'avait pas lieu d'être. Il n'y a pas de... Concrètement, ça n'a pas d'impact. Le choix de quel des deux algorithmes, pourvu qu'on choisisse un mariage stable, peu importe lequel. Alors c'est ce qu'ont observé déjà Roth et Parenson en 1999 dans l'application de l'algorithme de Gale-Shapley pour choisir des stages d'internat pour les étudiants en médecine. L'ensemble des couplages, des mariages stables et les possibilités pour essayer de modifier son affectation sont étonnamment petites. Alors en fait, que se passe-t-il si vous avez un étudiant qui est candidat à une liste d'université et disons, avec un mariage stable, il aurait son choix numéro 1, avec l'autre, il a son choix numéro 5. Comment peut-il se débrouiller pour essayer de forcer le choix numéro 1? Ce qu'il peut faire, c'est, quand il reçoit une offre de son choix numéro 5, il dit non. Il fait comme si il n'en voulait pas, comme s'il préférait ne rien avoir plutôt qu'y aller. Ou même, il n'y candidate même pas au départ. Et comme ça, il peut forcer l'algorithme à lui donner une offre, son offre numéro 1. Bon, c'est très dangereux, évidemment, mais c'est une possibilité de manipulation stratégique. Bon. Donc, ce qu'ont dit Roth et Parenson, c'est que ces possibilités, elles sont très, très faibles. Ce qu'on a vu, c'est que c'était un nombre vraiment très, très faible d'étudiants. Un étudiant, si, quand on regarde la structure de treillis, si dans tous les mariages stables, c'est-à-dire dans celui du bas et dans celui du haut, s'il a la même université, ben dans ces cas-là, il ne peut pas manipuler. Il n'a aucun intérêt à mentir, aucun intérêt à rejeter quelque chose qui en fait l'intéresserait. Dans tous les cas, il va se retrouver avec le même résultat. Donc, un étudiant qui appartient à exactement une paire stable, il a un seul partenaire possible dans les mariages stables, il ne peut pas manipuler en refusant des choses qui l'intéresseraient. Comment expliquer cette non-manipulabilité? Ça a été le sujet de thèse de Simon Maurras, co-encadré par Hugo Gimbert et moi-même, soutenu juste le mois dernier, avec un modèle.
Autre citation de Roth et Parenson, il y a une vingtaine d'années. L'un des facteurs qui influence fortement l'ensemble des mariages stables semble être la corrélation des préférences parmi les programmes, enfin les lieux où ils font l'internat, et parmi les candidats. Quand les préférences sont fortement corrélées, autrement dit, les étudiants, ils préfèrent tous à peu près pareil. Hein, par exemple, je ne sais pas moi, presque tout le monde préfère aller au pont plutôt que à l'ENSIMAG. Bon, allez, je prends au hasard. Et quand les programmes ont tendance à être plus ou moins d'accord sur les étudiants, hein, un étudiant qui est classé premier au pont et un étudiant classé 500e au pont, eh ben, ils seront également classés pareil. Leur ordre relatif ne sera pas échangé dans leur candidature à l'ENSIMAG. Donc, quand il y a des corrélations entre les classements, ben, dans ces cas-là, l'ensemble des mariages stables, expérimentalement, est petit. Alors voilà, essayons d'expliquer, de comprendre ce phénomène de manière théorique. Donc, ce que nous avons utilisé, c'est un modèle de ce qu'on appelle un modèle de popularité. Autrement dit, on va supposer que les données d'entrée sont générées de manière probabiliste, le classement d'entrée. Donc vous avez un étudiant qui doit candidater à 4 universités, A, B, C, D. Comment va-t-il établir son classement, son ordre de préférence? Chaque université a une réputation, ou chaque école a une réputation, une popularité qu'on va quantifier, un nombre. Par exemple, 6, 3, 2, 1. Ces nombres sont mis dans un sac. L'étudiant plonge la main dans le sac, tire un nombre au hasard, où ce qu'il tire, c'est avec proba proportionnel à la valeur du nombre. Donc il va avoir 6 avec proba 6 sur 6 plus 3 plus 2 plus 1. Et ensuite, il va avoir 2 avec proba 2 sur 3 plus 2 plus 1. Puis après, bon, et ainsi de suite. Donc comme ça, il tire sans remise, ça lui fait une permutation de A, B, C, D, et c'est comme ça qu'il y a sa liste de préférences. Avec ça, on peut incorporer les corrélations. Parce que tous les étudiants font pareil, les popularités sont publiques. Imaginez que A soit infiniment plus populaire que B, B infiniment plus populaire que C, et C infiniment plus populaire que D. Tous les étudiants auront l'ordre A, B, C, D. Inversement, imaginez que A, B, C, D aient la même popularité, identique. Dans ces cas-là, chaque étudiant va tirer une permutation aléatoire et sans corrélation. Donc, en jouant sur le degré de popularité, on peut augmenter ou diminuer les corrélations. Et donc, l'un des résultats de Simon et nous, si j'essaie de le présenter de façon simple, je dirais, supposons que les popularités forment une suite géométrique décroissante, 1, 1,5, 1 quart, etc. Dans ces cas-là, il y a une sorte d'ordre idéal, A, B, C, D, etc. Et toutes les listes de préférence des candidats vont ressembler à A, B, C, D. Ben, dans ces cas-là, avec cette hypothèse, on peut démontrer qu'il y a très peu de partenaires stables. Autrement dit, un candidat, si on regarde le rang dans sa liste de préférence de l'université dans laquelle il va se trouver, ben ça va être, par exemple, entre 100 et 105. La meilleure qu'il peut avoir, il la classe numéro 100. La pire, il la classe numéro 105. Il n'y en a qu'un nombre constant. Il ne peut avoir qu'un nombre constant de partenaires stables. Et ces partenaires stables sont dans un intervalle de longueur constante dans sa liste de préférence. Donc ça, c'est une façon d'expliquer qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à manipuler. Manipuler, c'est compliqué et ça ne peut pas vous faire gagner grand-chose. Et ce qui est étonnant dans ce résultat, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser les listes de préférences établies par les universités. En fait, on utilise juste des hypothèses sur les préférences des candidats. De l'autre côté, c'est arbitraire. Donc voilà, une explication possible, bon, on peut la raffiner pour avoir des choses quasiment uniques, pour expliquer le fait qu'il y ait peu de manipulabilité. Dans la minute qui reste, je vais vous parler un peu de questions d'un autre problème, traité par les algorithmes sociétaux, le problème de lutte contre les discriminations. Donc quelquefois, il y a des étudiants qui viennent peut-être qui sont désavantagés par leur milieu familial, l'endroit où ils sont allés à l'école, et
ou parce qu'ils sont mal considérés pour des raisons stupides, et ils ne vont pas se retrouver là où ils auraient le plus de chances de réussir. Comment peut-on faire pour lutter contre ces phénomènes de discrimination, explicite ou non, volontaire ou non? Ce problème, je voulais parler de deux approches. La première, c'est des quotas. Ça a été implémenté dans Parcoursup. Pour qu'il y ait plus d'étudiants boursiers dans les formations de l'enseignement supérieur, on a proposé un taux de boursiers obligatoire. À savoir, on n'oblige pas les étudiants boursiers à aller quelque part pour remplir, pour qu'il y en ait suffisamment dans la formation, mais on oblige la formation à faire des propositions, suffisamment de propositions à des boursiers, afin que ceux-ci aient les mêmes opportunités que les autres. Comment faire pour implémenter cet objectif politique, pour ainsi dire? La loi. L'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation. Traduction. Pour cette formation, il faut au moins un certain taux, disons au moins 25% d'étudiants boursiers. Implémentation. Donc, spécification plus mathématique. Si l'école fait 100 offres, 100 propositions, donc descend dans sa liste jusqu'au centième, il faut au moins 25 propositions à des boursiers. Si elle fait 200 propositions, au moins 50 à des boursiers. C'est une garantie sur l'opportunité, le nombre de propositions, et pas sur le résultat, parce que si tous les boursiers disent non, ben tant pis. Algorithme. Parcoursup peut adapter l'algorithme de Gale-Shapley très facilement. Comment? En ne touchant pas à l'algorithme, mais en agissant en amont. C'est-à-dire, avant même de commencer, l'entrée de l'algorithme, c'est des classements. On prend le classement des candidats faits par la formation et on le modifie au niveau de la plateforme en faisant remonter les boursiers, si nécessaire, dans le classement, de façon à garantir que dans les 10 premiers, il y a au moins 2 boursiers et demi, dans les 20 premiers, il y a au moins 5 boursiers, etc., etc. Et voilà, un petit algorithme glouton, facile à comprendre, et qui garantit cette propriété. Voilà, donc il y a une garantie qui est notre traduction formelle de la loi. Et j'en arrive à ma conclusion. Premièrement, la transparence, ce n'est pas juste la publication du code, il y a des dimensions beaucoup plus riches à la notion de transparence des algorithmes. Deuxièmement, si vous essayez d'avoir une approche scientifique à ces questions sociétales, on peut, par exemple, l'approche qu'on a utilisée pour la non-manipulabilité, on commence par une observation soit basée sur l'intuition, soit basée sur les expériences pour un paramètre qui vous intéresse. Dans notre cas, c'était la manipulabilité. On observe que dans le pire cas, on n'est pas dans ce cadre-là, donc il y a quelque chose à comprendre. On observe que si on prend juste un truc bidon, un modèle mathématique, disons, de permutation aléatoire, ça ne nous donne pas ce qu'on veut. Ça n'est pas ça. Donc il y a une structure cachée. On crée un modèle au-delà du pire cas. Un modèle stochastique qui n'est pas juste tout aléatoire, indépendant. On démontre mathématiquement qu'avec ce modèle, on a la propriété observée. Ça permet de démontrer des résultats et ça donne une forme d'explication, entre guillemets, du phénomène observé. Voilà, je vous remercie. Donc merci beaucoup Claire Mathieu. On va avoir donc un petit temps de questions là maintenant, mais je me rends compte que j'ai oublié de préciser, même si c'était implicite dans votre exposé, à savoir que vous êtes l'architecte de Parcoursup. J'ai participé. Voilà, donc on a maintenant un temps de questions et des micros vont donc circuler dans la salle. Il y a aussi des questions qui pourront venir du blog, enfin du chat. Du live, donc n'hésitez pas à poser, si vous nous regardez en live, à nous poser des questions sur le chat. Donc, y a-t-il des questions sur le chat ou dans la salle? Allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Concernant la non-manipulabilité, vous avez donné un exemple avec un certain type d'échelonnement en termes de popularité. Est-ce que, qu'est-ce qu'on sait sur des échelonnements qui seraient d'autre nature, qui seraient plus homogènes?
Alors, si on a étudié d'autres suites que les suites géométriques, donc le cas où il y a vraiment manipulabilité, c'est si c'est uniforme. Donc vraiment, dans ce cas-là, si les popularités sont uniformes, donc les permutations sont aléatoires, dans ces cas-là, ça fait une grosse différence entre le meilleur et le pire mariage stable du treillis. Le rang de la personne qu'on peut obtenir dans le mariage stable, dans un cas, ce sera à peu près log n dans notre liste de n personnes classées, et dans l'autre cas, pour l'autre mariage stable, ce sera à peu près n sur log n. Donc n sur log n, c'est beaucoup plus grand que log n. Donc par exemple, si n égale 1000, disons, et qu'on prend un log en base 10, parce que tout ça, c'est des facteurs constants près. Donc dans un cas, le couplage le plus favorable pour moi me permet d'avoir mon partenaire numéro 3 environ, mon troisième choix, et le couplage le plus défavorable me permettra d'avoir le partenaire environ 333. Donc c'est pas pareil. Hein. Donc ça c'est un cas. On a étudié d'autres distributions. On a aussi des questions ouvertes pour certaines. Pour continuer avec une question un peu du même style, donc sur votre hypothèse sur la construction donc, des préférences, tout le monde a les mêmes utilités finalement. Donc d'un point de vue modèle de choix client, c'est le modèle de choix client basique, et en revenu management, typiquement, on s'aperçoit que ce qui colle mieux à la réalité, c'est soit l'équivalent d'une nested logit, soit une mixture. Donc l'idée de la mixture, c'est qu'on aurait plusieurs populations qui ont des préférences similaires, mais à l'intérieur d'une population, mais entre populations, c'est assez différent. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a manipulabilité dans ce cas-là? Peut-être que c'est pas connu. Alors en fait, il y a un chapitre de la thèse de Simon où il a essayé de modéliser ce genre de choses. On pensait toujours, on s'inspirait des formations. On disait si d'un côté on a une licence de maths, de l'autre côté une licence d'art plastique, ce ne sera pas les mêmes critères. Et les étudiants qui veulent aller dans l'une ou dans l'autre, ils n'ont pas le même profil. Donc on a essayé d'avoir une modélisation avec des vecteurs et des produits scalaires pour mesurer l'attractivité d'une formation pour un candidat ou d'un candidat pour une formation. Et on a des résultats du genre, des résultats préliminaires, je dirais. Donc je dirais que ça, c'est très ouvert. C'est plus difficile d'avoir un modèle bien convaincant. C'est plus difficile de... Donc on a essayé de créer un modèle où on se disait, voilà, il y a quelques notes, chaque note c'est une dimension, et le classement se fera en fonction d'une moyenne pondérée, avec des pondérations qui varient selon les formations. Mais c'est pas forcément comme ça, c'est pas forcément juste comme modélisation, je suis pas sûre. J'ai une question du live de Julien, donc qui dit « Bonjour, merci pour la présentation. Que se passe-t-il si une majorité de personnes décident de prendre des risques et ne suivent pas les règles, par exemple refusent ou ne postulent pas à la cinquième école, pardon. Alors, si des étudiants ne postulent pas dans une école, ils prennent un risque. Donc ils se disent « Bon, je ne vais pas postuler à la cinquième parce que j'espère que comme ça me permettra d'avoir la première. » Ben, le risque, c'est que s'ils ont mal jugé de ce à quoi ils pouvaient prétendre, en fait, même dans le couplage qui leur est le plus favorable, ils n'auront pas leur choix numéro 1, ils auraient eu par exemple leur choix numéro 5, et comme ils n'y ont pas candidaté, ben, ils se retrouvent sans rien. Donc c'est ça qui se passe. Le résultat, si les étudiants mentent, entre guillemets, en ne candidatant pas à des formations qui les intéressent, on risque d'avoir un résultat qui n'est pas le meilleur possible, parce qu'il y a des formations qui risquent de ne pas faire le plein, ou de faire le plein avec des étudiants qui les intéressent moins, et des étudiants qui se retrouvent sans rien. Donc, ce n'est pas conseillé. Bonjour et merci pour votre exposé. Bonjour. Je pense que j'ai fait partie de la première génération Parcoursup par rapport à APB. Et justement, je me demandais qu'est-ce qui a motivé ce changement. Est-ce que c'est le même algorithme de Gale-Shapley et qu'est-ce qui l'a motivé en général? Alors, à la base, c'est le même algorithme. APB, c'est Gale-Shapley. Parcoursup, c'est Gale-Shapley. APB, c'est les formations qui font des offres aux étudiants
Parcoursup, c'est les formations qui font des offres d'étudiants. Donc sous le capot, il y a la même chose. En revanche, il y a une différence dans le déroulé. À savoir, APB, ça avait été conçu au départ juste pour les classes préparatoires. Et au début, ça marchait très bien. Ça marchait tellement bien qu'on a étendu, jusqu'à des licences non sélectives. Des licences pour lesquelles les enseignants des licences n'ont pas le droit de regarder les dossiers. Et donc, dans ces cas-là, pour que Gale-Shapley marche, il nous faut un classement. Comment faire ce classement? Eh bien, à la suite des améliorations, ou des soi-disant améliorations, conçues au fil des années par des gens qui voulaient faire pour le mieux, mais qui n'étaient pas conscients des prolongements algorithmiques et scientifiques des modifications, les gens ont dit, eh bien, les candidats en licence, comme on n'a pas le droit de regarder les dossiers pour les classer, qu'est-ce qu'on va faire? On va booster ceux qui ont mis cette licence en choix numéro 1. Donc ça, c'était l'une des caractéristiques d'APB. Si vous candidatez à une licence de votre académie et que vous la mettez en choix numéro 1, à ce moment-là, vous êtes classé avant les autres candidats de l'académie qui l'auraient mis en choix numéro 2 ou 3 ou ailleurs. Et alors l'idée, c'était, prenons les étudiants motivés. Un étudiant motivé par une licence qui a envie d'y être, c'est un étudiant qui la met en numéro 1. Donc c'était, intuitivement, ça semble tout à fait raisonnable. En réalité, à partir du moment où le résultat dépend du classement, donc le classement de l'université dépend du classement de la fac par l'étudiant, et donc ça a une influence sur le résultat de l'étudiant, ça détruit la propriété de non-manipulabilité, parce que là, l'étudiant se trouve avoir une grosse difficulté. Par exemple, imaginez, il y a deux choses qui l'intéressent. Licence d'histoire et prépa Hippocagne quelque part. Il se dit, ce que je préfère, c'est aller en Hippocagne, choix numéro 1. Choix numéro 2, licence d'histoire. Bon, Hippocagne, si je suis pris, parfait. Licence d'histoire, le problème, c'est que comme c'est mon choix numéro 2 et pas mon choix numéro 1, je risque de ne pas l'avoir non plus. Donc comment je vais faire? Je vais mettre licence d'histoire en numéro 1 et Hippocagne en numéro 2. Le problème, c'est que l'algorithme Gale-Shapley va s'imaginer que la licence d'histoire, c'est ce que je préfère, et si ça se trouve, il va m'envoyer en licence alors que j'aurais pu aller en Hippocagne, mais d'après l'algorithme s'imaginait que j'aimais mieux la licence. Donc l'étudiant se trouve pris entre deux chaises, très anxiogène. Donc là, des gens s'en étaient aperçus de ça, et donc le fait de devoir choisir ce classement en essayant de deviner ce qui allait se passer, c'était très anxiogène pour les lycéens d'APB. Et donc, on s'est dit, bon, choix radical pour essayer de rétablir la confiance et d'éliminer ce facteur d'anxiété, plus de classement. Les étudiants candidatent à un ensemble de formations et les offres qu'ils recevront ne dépendent pas de leur ordre de préférence. La preuve qu'ils n'en dépendent pas, c'est qu'on ne leur demande même pas leur ordre de préférence à l'avance. Ils ne devront dire ce qu'ils préfèrent que le jour où ils ont une offre. Le jour où ils reçoivent des offres des formations A, B, C, ce jour-là, ils doivent dire entre les trois, c'est A que je préfère. Mais avant d'avoir une offre, on ne leur demande aucune information. Comme ça, ça leur garantit, ils peuvent vérifier que leur affectation est indépendante de leur ordre de préférence entre les trois. Voilà, donc ça c'était une motivation. L'autre motivation, c'était que pour les licences en tension, comme il fallait bien faire un classement et qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des critères scolaires, il y avait des tirages au sort quand il y avait des égalités et qu'on n'avait pas assez de place pour tout le monde. La Cour de cassation, je crois, a dit qu'on ne pouvait pas décider de l'orientation d'étudiants en faisant du tirage au sort. Donc c'était devenu illégal. Et puis une autre raison, c'est que la Cour des comptes a dit que l'algorithme APB n'était pas suffisamment public, pas assez transparent, qu'il fallait le publier. Et comme c'était un code qui avait été créé il y a plus de 20 ans et qui avait été modifié au fil des années par des patchs petit à petit, il n'était pas très lisible, pas très propre. Donc le ministère s'est dit, de toute façon, il faut qu'on le révise. Donc tant qu'à faire, autant remettre la méthode à plat. Bonjour, merci pour votre exposé, je suis là. Au milieu, ici. Je me demandais, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'autres algorithmes que les algorithmes d'affectation
qui ont des enjeux sur la société et qui demandent d'être transparents pour des raisons éthiques? Eh bien, l'an dernier, j'ai travaillé avec un groupe d'informaticiens, des étudiants, des collègues, et une femme qui est chercheure à l'Institut Pasteur et à l'INSERM sur des modélisations du Covid à partir de graphes de contact, en utilisant des graphes de contact du projet Sociopattern qui avait été développé par un physicien il y a une dizaine d'années, où on voyait dans les écoles, on avait la trace des contacts des enfants entre eux au fil des journées d'école. Et donc ça nous permettait en modélisant la propagation de l'épidémie, on pouvait essayer de regarder l'impact de fermeture de l'école un jour sur deux ou une semaine sur deux. Donc une question qu'on se posait, c'était si on est en demi-jauge, que les jeunes, enfin si les jeunes ne viennent à l'école que la moitié du temps, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils viennent un jour sur deux ou une semaine sur deux? Qu'est-ce qui collera le mieux à la dynamique du virus? Et la réponse, c'est que, montrée par nos simulations, c'est que c'est du deuxième ordre. En fait, la différence est tellement faible, il vaut mieux, bon, toutes choses étant égales par ailleurs, il vaut mieux que ce soit une semaine sur deux, mais en fait, la différence est tellement faible que ça rentre dans les barres d'erreur du modèle, et donc le choix doit être basé sur d'autres critères. Donc ça, c'est un autre exemple. Autre exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur un modèle pour le plafond de verre dans le milieu des publications académiques. Comment expliquer pourquoi, dans le milieu universitaire, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, en tout cas en informatique. Et donc on a regardé, on a observé sur DBLP, les publications, ce qu'il en était. Donc on a vu expérimentalement, et puis on a proposé des hypothèses, un modèle, pour essayer d'expliquer ce qu'on observait. Et donc ça pourrait conduire potentiellement, l'étape d'après, si notre étude était suffisamment solide, ça pourrait conduire à des recommandations de politique publique. Donc voilà quelques exemples. Bon, je pourrais facilement en trouver d'autres, il faut juste 2 minutes pour réfléchir. Oui, j'ai une autre question qui vient du live, donc peut-être la dernière pour le live. Alors, de Christophe Prieur. Bonjour. Aux objections sur les problèmes posés en pratique par la plateforme, je suis là, juste en bas. Hugo Gimbert et toi, il vous tutoie, ne répondez que par des résultats mathématiques et des simulations. L'algorithme, c'est un métier, on est d'accord, mais c'est aussi un métier d'étudier la mise en œuvre d'un outil, les effets des choix de paramètres, etc. Qu'en est-il d'une, voire plusieurs enquêtes sociologiques pour accompagner la mise en place de la plateforme? Merci Christophe. Oui, très bonne question. Il a tout à fait raison. On ne résout pas tout par l'algorithmique. Les concepteurs d'algorithmes doivent pas décider, faire les choix de ce qui se passe dans la société. En ce qui concerne Parcoursup, je suis un petit peu au courant, puisque pendant 1 an, presque 2 ans, j'ai fait partie du petit groupe de gens qui se retrouvaient pour discuter. Et je peux vous dire que le responsable de Parcoursup a passé son temps à solliciter des avis et à discuter avec toutes les personnes impactées. C'était incroyable la quantité de personnes impactées par Parcoursup. Parce qu'il y a les enseignants, les présidents d'université, les proviseurs de lycée, les profs de lycée, les conseillers d'orientation, conseillers pédagogiques, les élèves, les familles. Donc, les recteurs d'académie qui devaient choisir les taux, les quotas. Donc, il a passé énormément de temps à essayer de réconcilier les points de vue des uns et des autres qui allaient un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est un métier, et quand le métier de quelqu'un, c'est de faire de l'algorithmique, c'est pas de mettre des gens d'accord, c'est pas de faire une évaluation de l'impact psychologique, non, ça, je sais pas faire. Donc voilà, là, je vous ai présenté uniquement les choses que je sais faire, mais c'est clair que c'est juste un élément dans toute une construction. Seulement, cet élément, il est important. C'est très important que les gens de l'administration et de la politique tiennent compte, qu'ils écoutent les éléments apportés par les scientifiques, et entre autres les algorithmiciens. Sinon, vous arrivez à des décisions qui, à première vue, semblent raisonnables, mais en réalité sont destructrices, comme la décision de privilégier le premier choix pour les licences non sélectives dans APB.
Le concepteur d'APB, il savait très bien que ce n'était pas une bonne idée. Il n'aurait jamais fait ça. Mais voilà, au fil des années, on oublie cette compétence de départ. Et après, s'il n'y a pas un scientifique dans le système, ça risque de déraper. L'exemple, évidemment, actuel, le plus évident, c'est vivre avec le virus. Au Danemark, actuellement, le nombre de cas du Covid augmente. Et en même temps, ils ouvrent la société, ils enlèvent les restrictions. Pourquoi ? C'est un choix politique qui se justifie très bien. C'est très justifiable, mais pas par des critères de science de santé publique. Par d'autres critères, mais qui sont tout à fait valides et légitimes. Bonjour madame. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question en ce qui concerne la terminaison de l'algorithme. Donc, vous avez dit tout à l'heure que l'algorithme se terminait quand il y avait une journée où il ne se passait rien. Comment est-ce qu'on fait pour savoir à l'avance combien de temps va tourner l'algorithme pour pas que ça tourne jusqu'en octobre, par exemple? Donc, est-ce que vous le faites par simulation ou par calcul? Eh bien, la première année, donc la définition de la terminaison de Gale-Shapley, c'est quand il ne se passe plus rien. La définition de la terminaison de Parcoursup, la première année, c'était quand on sera le 5 septembre. Et la question qui se posait pendant l'hiver précédent, quand on concevait tout ça, c'était « mais est-ce que l'algorithme aura convergé d'ici le 5 septembre ?» D'où simulation, à partir des données des années d'avant, essayer d'inventer des étudiants, et puis au fur et à mesure que de l'hiver, qu'on avait des informations qui arrivaient sur les capacités, comment les étudiants les candidataient, affiner les simulations pour incorporer les informations qu'on avait. C'était l'un des points les plus stressants, je dois dire. Et puis en fait, après, on a eu une grande joie, à savoir que le déroulé de l'algorithme dans la réalité a collé à la simulation. C'est-à-dire que, en fait, début juillet, en gros, quasiment tout le monde avait son affectation finale. Les déroulés pendant l'été, c'était un petit nombre d'étudiants. C'est peut-être le mois d'août, peut-être 5%, quelque chose comme ça. Mais le problème, ce que nous, on avait notre erreur, notre manque d'anticipation, c'est que, imaginez, vous avez votre choix numéro 2, et c'est le choix final. Vous n'aurez jamais mieux. Mais vous ne savez pas que c'est votre choix final. Donc peut-être le 10 juin, vous avez reçu une offre pour telle formation, votre choix numéro 2. Et vous attendez pour votre choix numéro 1. Vous voyez votre liste sur la liste d'attente, vous voyez votre rang qui baisse, qui baisse, qui baisse. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Puis arrivé septembre, ben non. Donc en fait, votre choix, votre affectation, elle était fixe depuis juin, mais vous ne le saviez pas. D'où ce sentiment d'une grande longueur. Et puis, l'autre chose, mais là on en a fait tenu compte partiellement, mais plus ça va, plus on se rend compte que c'est un élément essentiel de Parcoursup, et ce qui fait que l'algorithme de Gale-Shapley ne colle pas exactement. C'est que l'algorithme de Gale-Shapley est statique. Au départ, on connaît les étudiants, on connaît les formations, on connaît les classements, on exécute l'algorithme et c'est fini. Parcoursup, et même APB avant, c'est impossible de faire comme ça. Pourquoi? Imaginez que toutes les préférences soient connues dès le départ. On fait tourner l'algorithme, au bout d'une journée, on donne à tout le monde leur affectation finale. Que va-t-il se passer? Sur les 800 000 étudiants, il y en a peut-être 2 qui vont décéder pendant l'été. Accident de voiture. Ça libère des places. Il y en aura quelques dizaines de milliers qui vont rater le bac. Ça libère des places. Il y en a qui décident finalement, non, je ne veux pas faire d'études, je vais aller travailler, ou je vais prendre une année de césure, ou je vais aller à l'étranger. Ça libère des places. Et en plus, les gens qui font ça, ils ne vont même pas prévenir la plateforme. Donc en fait, on n'est pas au courant jusqu'au jour de la rentrée. Donc, ces événements qui font que l'input, l'entrée qu'on a au départ, ce n'est pas la vraie entrée, qu'il y a des étudiants qui disparaissent en cours de route, ça fait qu'en réalité, l'algorithme n'est jamais fini. Parce que dès qu'il y a un étudiant qui disparaît, ça relance l'algorithme. Et donc, c'est ce qui se passe au cours de l'été. En réalité, l'algorithme Gale-Shapley lui-même, il converge essentiellement, rapidement, et après, ce qui le fait continuer, ce qui fait de nouveau remarcher l'algorithme, c'est quand les étudiants disparaissent.
pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'était déjà vrai pour APB. Et c'est pour ça qu'APB, il y avait un premier tour, puis après, c'était pas fini. 15 jours après, il y avait un deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux tours, il y avait des étudiants qui avaient décidé, ben non, finalement, ça ne m'intéresse pas, mon résultat ne me plaît pas, je démissionne, je m'en vais. Et puis un troisième tour. Et donc Parcoursup, c'est aller à la limite, c'est-à-dire puisque, de toute façon, quand les étudiants s'en vont, pour avoir de nouveau la bonne solution, il faut refaire tourner l'algorithme, eh ben, il n'y a qu'à le faire tourner tous les jours. Et donc, toutes les nuits, on fait tourner Gale-Shapley. Voilà, donc ça, là, il y a une logique qui est due au fait que le contexte ne colle pas exactement au problème des mariages stables. Je propose encore juste 2 questions rapides, parce que les élèves devront partir en cours bientôt. Donc, une question là, et puis une question ici. Bonjour. Du coup, c'était pour savoir, pour l'algorithme de Gale-Shapley, il faut que les écoles classent les étudiants. Et est-ce que ce classement-là est transparent aussi ? Ça, c'est la question qui fait mal. Oui. Alors d'abord, je n'ai pas été impliquée là-dedans. Ensuite, les écoles doivent publier leurs critères au fil des années, à mesure que l'habitude de Parcoursup se met en place, qu'ils voient un petit peu quel genre de candidats ils peuvent avoir, comment ils font leur choix. Les critères sont de plus en plus raffinés, de plus en plus précis sur la plateforme. Donc ça s'améliore petit à petit. Il y a une contradiction entre vouloir une transparence des critères et le principe traditionnel de l'enseignement supérieur, à savoir la commission des professeurs qui recrutent, le jury est souverain. Donc il y a quelques personnes qui prennent les dossiers, qui produisent un classement, ils sont souverains. Et donc là, il y a une légère contradiction entre dire d'un côté on laisse le choix au jury d'apprécier au mieux, de l'autre côté, on voudrait avoir des critères parfaitement déterministes à l'avance. C'est contradictoire. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Et puis l'autre problème, c'est que quand vous avez 15 000 formations, vous avez des formations comme une licence de droit avec 4 000 étudiants, et puis vous avez un BTS de, je sais pas quoi, manipulation d'une fraiseuse, où ils ont 4 places. Ou peut-être une place dans une équipe des futurs Jeux Olympiques, on cherche une place. Ça existe aussi, on utilise Parcoursup pour tout et n'importe quoi. Donc selon le type des formations, il y a une telle diversité qu'il est illusoire de pouvoir espérer cadrer ça de manière uniforme pour tout le monde. Donc voilà, donc depuis le début de Parcoursup, il y a un encouragement pour que les formations publient leurs critères d'une façon aussi précise que possible pour renseigner les étudiants, et après chacun fait au mieux. Mais c'est un point sensible parce que, en fait, vous voyez bien que quand on regarde l'exécution, les classements faits par les formations sont absolument déterminants. En réalité, l'algorithme de Gale-Shapley au milieu, il fait l'affectation, mais le plus important pour les étudiants, c'est comment ils vont être classés par les formations. Et ça, malheureusement, je ne peux pas bien répondre à votre question. Oui, merci madame. J'ai une question plutôt sociétale, disons. C'est à propos de rendre une information très technique, publique, et quand ça commence à être jugé par le public, en fait. C'est-à-dire là, c'est quelque chose de très technique. Vous êtes quand même incroyablement pédagogue, il y a un public plutôt scientifique ici, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Okay? Et c'est quelque chose qui touche un petit peu l'avenir de l'enfant de Monsieur Tout-le-Monde. Donc tout le monde est intéressé, on voit le matin, on allume la radio, on entend les gens qui ne sont pas contents de ça. Un autre exemple, en parallèle, c'est à propos des vaccins. On a plein d'informations sur l'ARN messager, la façon de fonctionnement des vaccins. On n'est pas armé pour juger ça, mais on reçoit l'information et chacun de nous a son avis maintenant bien formé à propos du fonctionnement des vaccins. Mais en fait, souvent, ces avis-là sont passés, je caricature un petit peu, par le spécialiste de BFM TV qui a pris 1h30 pour lire ça et tout comprendre et bien expliquer pour les gens. Quelle est votre réflexion sur ça? C'est-à-dire, quel est l'intérêt? Je vois l'intérêt que les choses soient transparentes, mais d'autre côté, ça crée de polémiques. Et il y a des gens maintenant qui ont décidé de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont entendu que ce n'est pas bon, mais leur avis, ce n'est pas pertinent, en fait. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je pense qu'il y a, d'une part, il y a l'aspect ignorance, ou, enfin, pour un sujet technique, le rendre accessible. Donc là, en fait, j'ai quelque chose à dire là-dessus, à savoir que finalement, comment ça marche, les gens s'en fichent. Les détails de comment ça marche, ce qu'ils veulent, c'est avoir des garanties sur le résultat.
Ils veulent que ce soit juste, que ce soit équitable, que ce soit... Bon, c'était quelque part sur la transparence, mais en fait, même si vous ne pouvez pas suivre le déroulé de l'algorithme, hein, si vous avez des garanties du genre un tel, j'ai des meilleures notes que lui dans toutes les matières à l'école, alors je vais être classé avant lui. Hein, si vous avez ce genre de garantie, hein, donc ce genre de garantie, tout le monde peut comprendre. Eh bien, savoir, donc on ne peut pas forcément expliquer aux gens des points très techniques, mais on peut leur expliquer, leur donner des garanties. C'est pour ainsi dire des invariants. Si en programmation, vous avez des invariants de programmation qui vous permettent de vérifier qu'un programme est correct. Ben, c'est un peu pareil pour les algorithmes sociétaux. Vous ne pouvez pas expliquer les détails du code, mais vous pouvez dire, je vous promets que telle chose, telle chose, telle chose sera satisfaite. Donc ça, c'est une réponse. Ensuite, je pense que nous, les scientifiques, nous avons un devoir d'essayer d'être pédagogiques. Donc il y a une partie d'entre nous que ça intéresse. Donc je pense que c'est l'une des missions bon, pas de chaque individu, mais de notre communauté scientifique. Nous sommes payés par l'État, nous avons un devoir d'expliquer ce que nous faisons. Et puis troisièmement, tout ça, ça peut bien marcher dans un cadre de bonnes relations. Si moi, j'essaie réellement d'expliquer, et si vous essayez réellement de comprendre. Mais tout ça est pollué, malheureusement, par des éléments de gens qui essayent de ne pas comprendre ou qui essayent de propager des idées autres. Donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. Hein. Ils ont des idées, une idéologie a priori, ou ils sont dans l'opposition par principe, ou ils créent des fake news. Et ça, c'est un problème qui est actuellement de plus en plus gigantesque, je dirais. Et dont nous devons nous emparer et essayer d'avoir aussi des approches également scientifiques pour essayer d'identifier, de définir, de lutter contre les fake news. Donc je pense que c'est une question passionnante pour les années prochaines. Et donc, sur ces bonnes paroles, ces belles paroles, merci beaucoup encore Claire Mathieu pour cet exposé, pour ces explications.